Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV. Alors, dans quelques jours, nous allons célébrer Simchat Torah. Et Simchat Torah, ce sera l'anniversaire, je dirais, selon le calendrier juif, de ce pogrom terrible qu'on appelle le pogrom du 7 octobre de l'année dernière. Et pour en parler de ce pogrom et même peut-être de ses répercussions, je suis avec André Darmon. André Darmon, bonjour. Bonjour William. Alors, vous êtes journaliste, écrivain, rédacteur en chef et directeur du périodique Israël Actuel. Oui, c'est ça. Israël, non. Israël Magazine. Israël Magazine. Je savais que j'allais accrocher quelque part. Mais c'est mieux, ça fait plus de pub. Israël Magazine. Alors, dans ce livre que je vais présenter à l'antenne, mais qui sera repris, voilà, je le présente tout de suite. Voilà, j'enlève mes doigts. OK? Qui s'appelle 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël. Tome 1, on reviendra sur ce tome 1, aux éditions Anaël. Ce livre fourmille de témoignages, de révélations et d'analyses. C'est tellement précis, voire souvent minuté, que, André Darmon, je me demande si vous n'avez pour récupérer le verbatim, vous n'avez pas installé des mini-caméras à la Kyria. Dites-nous la vérité, c'est ce que vous avez dû faire, c'est pas possible. Non, pour récupérer ces verbatim, donc ces conversations, ces dialogues, ces débats à la Kyria, donc bien évidemment, je les ai reconstitués. Je les ai reconstitués parce que il y avait un fil logique qui s'est avéré finalement illogique, et on en parlera tout à l'heure dans ce 7 octobre. Et le 7 octobre, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé, parce que il faut dire, vous parlez de fourmillement tout à l'heure, mais la télévision israélienne et les télévisions françaises fourmillent j'allais dire, de généraux, de professeurs, de docteurs qui avaient tout prévu et qui n'avaient rien prévu, qui prévoient tout et qui finalement ne prévoient rien. Et quelque part, j'allais dire, cette abondance de fausses analyses m'avait un petit peu exaspéré, et j'ai voulu aller, d'autant plus que nous avons été, comme tous les Israéliens, impliqués à tous les niveaux. Moi, sur le plan familial, j'ai des enfants qui sont soldats et qui étaient sur le front, qui ont vécu le 7 octobre à 200 ou 300 mètres, puisqu'ils ils habitent toujours au Tefaza. Donc j'ai voulu retranscrire de manière la plus honnête, la plus journalistique, la plus professionnelle, ce que je croyais avoir vu, analysé. Donc je l'ai retranscrit dans ce tome 1 dont vous parliez. Alors, pour je dirais les téléspectateurs français qui ne comprennent pas l'hébreu, il y en a quelques-uns. Otef-Aza, c'est donc la région qui entoure, Otef en hébreu, entouré, la bande de Gaza. Mais alors, on va rentrer dans le vif du sujet. André Darmon, comment expliquez-vous ce manque de préparation de Tsahal et surtout cette absence de plan structuré, c'est vous qui l'écrivez d'ailleurs, à cette invasion, non pas de 200 terroristes de la Noukba, comme on l'a cru au départ, mais de 3000. Comment expliquez-vous ça? D'abord, il faut pas commencer par l'expliquer. Il faut que, et c'est ce que j'ai tenté de faire, et à travers le livre, et à travers toutes les conférences que j'ai données en France et en Israël, c'est comprendre pourquoi on arrive au 7 octobre. Je ne dirais pas que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est marginal, parce que c'était gravissime, mais il faut comprendre tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu avant le 7 octobre, et sur le plan militaire, et sur le plan politique, et sur le plan sociétal, sur le plan judiciaire, je crois l'avoir dit, sur tous les plans, qui ont amené au 7 octobre, au fait que le 7 octobre, on avait oublié, ou on avait fait semblant d'oublier que notre ennemi le plus radical, le Hamas, avait dans sa charte depuis 35 ans le fait de vouloir éradiquer Israël. Et à toujours, comme le Fatah d'ailleurs, comme le Hezbollah, a toujours dans leur charte la volonté d'éradiquer, d'éliminer Israël de la map, de la carte du monde. Maintenant, en ce qui concerne le 7 octobre lui-même, écoutez, c'est la grande question que l'on me pose dans les conférences, et auquel je répondrai, ou j'ai partiellement répondu dans le tome 1, mais dans le tome 2, c'est les premières questions qu'on me pose,
c'est est-ce qu'il y a eu complot et deuxièmement, où était l'armée? Donc, en ce qui concerne le complot, William, je dis un petit peu ce que disait Golda Meir quand on lui posait la question est-ce que Israël a la bombe atomique? Alors, comment s'appelle-t-elle? Golda Meir disait Israël n'a pas la bombe atomique, mais nous n'hésiterons pas à nous en servir si on en a besoin. Et elle a toujours été excellente. Elle est excellente. Golda elle est géniale. Excellente, ouais. Et elle est tellement géniale que j'ai voulu m'en servir pour le complot, pour l'explication du complot. C'est dire non, il n'y a pas complot, mais je pense que moi, André Darmon, je pourrais vous donner 1000 exemples pour vous démontrer qu'il y a eu un complot. Donc, je préfère rester dans l'expectative parce que il y a des enquêtes gouvernementales, indépendantes, ou gouvernementales ou indépendantes. On en reviendra sur les enquêtes. Parce que la deuxième question, c'est où était l'armée? Et oui, non, là, comment expliquez-vous le fait que l'armée n'était pas là? Il y avait plein de plans structurés, alors qu'il y avait des informations de l'Aman. D'ailleurs, le général Khalegoua, oui, de l'Aman, renseignement militaire, le général qui commandait l'Aman, lui, était en vacances à Eilat. Enfin bref, cette déstructuration, cette absence de Tsahal, mais est incompréhensible. Alors oui, alors justement, pourquoi cette absence? Alors, au-delà du complot, on peut revenir sur le complot. Non, mais je parle même pas de complot. C'est-à-dire que certains journalistes, il faut savoir que le journalisme israélien, je ne crache pas dans la soupe, mais le journaliste israélien est au ras des pâquerettes. Et dès le début, on nous a dit les soldats n'étaient pas là parce qu'il y avait une politique globale de vouloir transférer des divisions de Gaza pour protéger la Judée-Samarie. Sous-entendu, on dégage des parties souveraines d'Israël vers des territoires disputés. Ça, c'est la gauche. Le Domer Tsahal, le porte-parole de Tsahal, nous a dit de manière extrêmement claire qu'il n'y a eu aucune division qui a été transférée en Judée-Samarie. Par contre, globalement, faut savoir qu'il y avait 600 soldats le matin du 7 octobre. Il y avait 12 chars, alors qu'on est face peut-être à la frontière la plus explosive, etc. Ça veut dire qu'il y avait une espèce de désinvolture. Et là, beaucoup me disent, mais André, c'est une forme de complot. Je rentrerai pas là-dedans parce que d'abord, moi, je travaille sur les faits et prouver les faits. Mais il faut savoir c'est la désinvolture israélienne. C'est le Hamas a été dissuadé. On envoie des valises au Qatar de 10 millions de dollars tous les mois. Ça les calme. On fait rentrer 120 000 ouvriers israéliens, palestiniens en Israël. Donc, ils reçoivent un salaire qui est équivalent à 10 fois le salaire qu'ils peuvent toucher à Gaza. On est tranquille, on peut y aller. Alors que tout montrait qu'ils étaient prêts. Je veux dire, depuis des mois, ils étaient prêts à en découdre. C'était prévu. Il y a eu des réunions au Liban, il y a eu des réunions. Mais on va pas entrer dans le détail. Tsahal est devenu une armée soporifique à cette époque. Elle s'est endormie. C'est difficile à croire. D'ailleurs, vous le racontez. Je l'ai dit, ça fourmille de détails. L'inadéquation, vous parlez des chars et des 300 soldats. Mais il y avait une inadéquation des équipements. Ils étaient même pas équipés. Enfin, c'était catastrophique. Non seulement ils sont pas équipés, mais il faut savoir que dans le Otef-Aza, l'enveloppe de Gaza, il y a 3 ou 4 bases au moins qui sont des bases de bleu. Des bases de bleu. Bad Arba, par exemple. Bad Arba, oui. Voilà, Bad Arba, ce qui veut dire Bet Sefer, ça va me revenir. Oui. Une école d'apprentissage pour les soldats. Des jeunes recrues. Des gosses de 18 ans. Oui. Qui étaient soit mobilisés, soit qui étaient en vacances, parce qu'il faut savoir que c'était à la fois un Shabbat et, comme vous le disiez, Simchat Torah. Donc, des gosses qui ne se sont même pas levés, qui ont été, pour beaucoup, par exemple, de Golani, qui ont été tués dans leur sommeil, il faut le savoir. Donc, tous les signes, notamment ceux des soldats de vigie, les femmes, les filles, les fameuses murs de Jéricho, le document des murs de Jéricho. Justement, j'allais vous poser la question. Je suis désolé de vous couper parce que c'est important. C'est quoi ce document, les murs de Jéricho, ou le mur de Jéricho? Les murs de Jéricho, on va dire qu'il y a 2 documents principaux qui ont été découverts. Il y en a d'autres. Il y a les murs de Jéricho et ce qu'on appelle la carte du métro. Comme je le dis en rigolant, c'est pas la carte du métro parisien. Les murs de Jéricho, c'est un document qu'on a trouvé
Donc maintenant, ça fait 13 mois qu'on est en guerre, qu'on a trouvé il y a à peu près 3 ans à Gaza. Et c'est un document en arabe qu'on a trouvé et qui détaillait point par point, je l'ai vu, ouais, et j'ai demandé les traductions, qui détaillait point par point ce qui allait se passer le 7 octobre. Et le problème, encore une fois, israélien, c'est qu'à partir du moment où vous dites, mais non, mais le Hamas ne passera jamais à l'attaque, ils vont envoyer une brigade ou une brigade d'une centaine ou une compagnie d'une centaine de terroristes, et ça va suffire à déstabiliser Tsahal et peut-être même à déstabiliser le gouvernement, pour certains, puisqu'on parle de complot, et alors que le 7 ça vous démange, hein, le complot, André, ça vous démange quand même. Non, ça me démange pas du tout. Non, si vous préférez, moi, ma version à moi, c'est que il n'y a pas un complot, mais il y a une entreprise de déstabilisation du gouvernement. Et j'ai dit que le 7 octobre, et on m'a dit, André, tu défends Bibi. Écoutez, si je dois défendre Bibi, non, André, attendez 2 secondes, je sais ce que vous allez me dire. Ah bon? Il y a des milliers de gens, parce que moi j'habite Tel Aviv, il y a des milliers de gens qui descendent en flammes, jour après jour, quoi qu'il fasse, Benjamin Netanyahou. Bon, il y a un journaliste francophone, non pas qui défend Bibi, mais qui défend le Premier ministre, qui défend sa gestion, et qui le défend contre des attaques qui sont inhumaines, immorales, et qui ne sont pas juives, et qui ont conduit Pierre Bérégovoy, le Premier ministre français il y a 32 ans, qui l'ont conduit à se suicider. Et c'était beaucoup moins grave. Oui, non mais André, ce n'est pas un secret pour personne. Vous défendez Bibi, et vous avez le droit, et son gouvernement depuis longtemps, mais surtout vous avez une espèce de haine contre l'opposition. Non, j'ai pas de haine. Écoutez, vous savez, quand on a des discussions avec des gens de gauche, quand on a des discussions... C'est pas moi je suis pas un mec de gauche. Hein, non, mais quand on a des discussions avec eux, je leur dis, écoutez, moi je suis prêt à tout entendre. Moi je suis journaliste, je n'appartiens à aucun parti. Qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre? Écoutez, c'est le vide absolu. On me parle de Sarah Netanyahou, de Yair Netanyahou. On me parle des mandats. Mais tout ça, c'est légitime. Il a été élu. C'est un Premier ministre élu. Donc, la première fonction de la démocratie, c'est de respecter le suffrage universel. Il a été élu. Alors, quand des gens de gauche me disent, oui, mais il est ou Hachem. Je dis non, il est coupable. Oui. Hachem, je dis non, il est effectivement responsable, puisque c'est la tête. Responsable, mais pas coupable, comme on disait chez Il est responsable, mais pas coupable. Quand on sait ce qui s'est passé, quand on sait qu'il n'a pas, et ça, on le prouve. Donc, il faut savoir. Je vais vous dire une chose, William. Quand Shimon Peres a été attaqué, Shimon, qui est, j'allais dire, le phare de la gauche, je l'ai défendu. Pourquoi j'ai défendu Shimon Peres? Parce que c'est lui qui nous a apporté notre industrie atomique. C'est lui qui nous a apporté une industrie d'armement. Donc il y a et pareil pour Yitzhak Rabin. J'étais le premier à pleurer de toutes mes larmes le jour de et pourtant c'était l'homme qui représentait la gauche. Donc ça, ce sont des procès qui ne valent rien. Je parle pas du vôtre. Donc je ne défends pas Bibi, je défends notre Premier ministre, parce que depuis, et je dis que le 7 octobre a débuté, non pas le 7 octobre, mais au mois de mai 2019, quand on a incriminé pour des raisons qui s'avèrent aujourd'hui complètement débiles, il n'y a pas d'autre mot, et j'ai lu les actes d'accusation en hébreu, et je parle parfaitement l'hébreu, et je me suis fait préciser ça par des avocats. Il y a strictement, et les juges à Jérusalem ont dit, il n'y a pas de corruption. Donc si vous préférez la délégitimation d'Israël, la délégitimation du gouvernement et du Premier ministre, elle a commencé en mai 2019, et à un moment donné, au moment de la réforme judiciaire où le peuple a failli se faire sécession, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai moi pris la défense du Premier ministre, et ça aurait été Shimon Peres, ça aurait été pareil, parce que je trouvais, et c'est à ce moment-là que les Arabes, et ils le disent, les chefs du Hamas le disent, on a compris que le pays était complètement divisé, scindé en deux, et ils sont rentrés dans la brèche. Alors, le gouvernement, donc Benjamin Netanyahou, le premier d'entre eux, avait donné 2 objectifs pour cette guerre: la destruction du Hamas et la libération des otages. Et un journaliste que vous citez, qui n'est pas un journaliste de gauche, qui est un journaliste de la télé de la chaîne 12, qui est un journaliste du sionisme religieux que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amit Segal, lui-même, il dit que c'est impossible de poursuivre les 2 objectifs en même temps. Alors, c'est quoi, Bibi?
Il Non, mais raconte alors, quoi? Il se fiche de nous, alors, ou pas? non, il faut pas réduire les choses comme ça. Amit Segal, qui est effectivement un excellent journaliste, c'est l'un des rares que je respecte dans ce métier, a été, Il y en a un que vous n'aimez pas, c'est Ben Caspit. Il y en a un que vous n'aimez pardon? pas. Non, Il y en a un que ça c'est, non, c'est bien Amit Segal. Ben Caspit a dit des horreurs dont on Oh parle. non, mais je sais, non, moi, je dis que vous l'aimez pas, Ben Caspit. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est lui qui n'aime pas le monde entier. Ok, alors Ben revenons à Caspit Amit qui l'aime. Segal. Revenons à Et Amit donc, Segal. Amit Segal a dit pourquoi il a dit ça? Parce que il a compris comment fonctionnait le cerveau humain et le cerveau arabe. Regardez, on vient de tuer 6 nuards et les premières choses qu'on dit, alors que tout le monde espère que ça va débloquer la situation, qu'on va pouvoir... Et les patrons, entre guillemets, du Hamas ont dit on ne libérera aucun otage. Pourquoi? Parce que c'est effectivement deux objectifs qui sont irréconciliables. On peut pas, j'allais dire, tuer le Hamas sans qu'il y ait des conséquences. Et je peux vous dire que moi, et je sais que vous me lisez, William, depuis janvier 2024, j'ai dit il n'y aura pas d'autre libération d'otages. On m'a dit mais t'es fou. J'ai dit écoutez, nous on a des informations comme quoi il reste 30 ou 40 otages vivants. Il en restait 120 à l'époque. Mais comment tu veux dire ça? On a des informations. Est-ce que vous croyez sincèrement que Sinuar va donner les 30 ou 40 qui lui restent? Non, il se protège. Alors, il est plus là, Sinuar, il est mort. Il est plus là, mais il continue de protéger certainement d'autres pontes du Hamas. Et il avait aucun intérêt. Pourquoi n'a pas-t-il continué? On a libéré 110 otages entre novembre et décembre de mémoire. Pourquoi on n'a pas continué? Parce que il veut rester au pouvoir, et surtout pour lui, j'allais dire, malheureusement, on l'a vu, et vous savez que les empreintes génétiques ont prouvé que Sinuar était là, au même endroit où on a tué de sang-froid les 6 derniers otages israéliens. Donc on a affaire à des bêtes furieuses, et déjà dès janvier, j'avais dit donc oui, c'est irréconciliable, il faudra véritablement et c'est là j'allais dire le tafkid, le travail d'un premier ministre, et tout le monde le dit dans le monde entier, en Israël, parce que moi je ne me contente pas d'être à Tel Aviv et à Kaplan, je suis dans tout le pays, la preuve, le livre, et on pense que, encore une fois, et les gens le disent, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que le gouvernement, que Benjamin Netanyahu tient bien les cordes. Alors, il faut avouer qu'il y a des pressions de l'ONU, des voyous de l'ONU, il y a des pressions des États-Unis, des pressions de la gauche israélienne, qui n'a raconté que des bêtises. On pourrait faire un bêtisier, ne pas rentrer à Rafia, ne pas alors, rentrer attendez, André Darmon. Donc, oui. si je vous suis, cette guerre ne va jamais se terminer. Non, elle va se terminer. Elle va. Attendez, vous avez des secrets cachés. Alors dites-nous, elle va se terminer et quand? D'abord, j'ai pas de secrets cachés. J'essaie toujours d'interviewer et d'être en relation avec les personnes qui peuvent me donner des informations, puis à moi de les interpréter, à moi de les recouper, à moi de les croiser, etc. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que 40 000 terroristes se sont rendus à Djebalia. Djebalia qui est un 40 000 qui sont rendus. 40 000, oui, c'était des... Alors, vous savez, il faut qu'on fasse la part des choses entre les terroristes et les habitants, etc., en sachant que beaucoup, on l'a vu dans le 7 octobre, quand beaucoup de civils sont rentrés et ont massacré aussi des... Et étaient fiers de le dire au téléphone à leurs parents. On a vu ces images, évidemment. Pour moi, à Gaza, il n'y a pas de terroristes, ils sont il y a un début. Moi, vous savez, je vais vous faire une confidence, William. Oui. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va peut-être, à mon avis, alors Benjamin Netanyahu parlait d'un gouvernement civil ou d'un gouvernement militaire. Je pense qu'on va, comme au Liban, qu'on va avoir certainement dans le sud de Gaza ce qu'on appelle une bande de sécurité. Comme on avait une bande de sécurité au Liban, au sud du Liban, et qu'on est en train de la restaurer. Oui. Je pense que c'est ce qui va se passer, et que les 2 millions de Palestiniens vont partir dans le nord. C'est pas grave, hein, vous savez, sur 10 fois moins de terrain, il y a 6 millions de Parisiens. Non, mais ça veut dire quoi, que la guerre va s'arrêter? C'est ça que c'était la question que je vous posais. La guerre va s'arrêter, à mon avis, elle s'arrêtera, faute de combattants, parce qu'aujourd'hui, on a liquidé
une grande partie, il y en a beaucoup, et les soldats qui l'on parle nous disent que tous les jours, il y a des escarmouches, on a des pertes, c'est plus des escarmouches. Et hier, un colonel est tombé, un colonel Druze d'ailleurs. Un super combattant. C'est un Mahat. C'est un commandant un commandant de régiment. Oui, c'est ça. Un commandant de Khativa, et qui est de plus druze. Pourquoi je dis druze? C'est pour rappeler les liens du sang que nous avons avec les Druzes. Et c'est le 4e. Et il y en a un que je connaissais bien, le colonel Stenberg, qui est mort le 7 octobre à 9h du matin à Keren Shalom. Et colonel Stenberg, qui était l'un des amis d'enfance de mon fils, officier supérieur, et dont on a découvert le corps le lendemain, la tête tranchée. Voilà. Dites-moi, revenons donc à ce qui s'est passé le 7 octobre, tous ces kibbutzim, ces villages qui ont été ravagés, exterminés par les terroristes du Hamas. Il y en a un qui a payé quand même un plus grand nombre de victimes, c'est Be'eri. Alors, j'ai 2 questions. Pourquoi Be'eri, d'abord, et comment expliquez-vous que finalement, ceux qui ont le plus payé, je crois, je peux me tromper, vous me corrigerez, ce sont les kibbutzim de gauche, qui étaient quasiment amis avec ces terroristes, parce que pour moi, la population de Gaza, elle est entièrement terroriste. Vous voyez, je vous rejoins. Donc, ils faisaient ami avec les terroristes, puisqu'on les a retrouvés, comme je le disais à l'instant, certains téléphonant à leur père, voilà, je viens de tuer le fils de je sais pas qui. Mais c'est horrible, quoi. Donc, comment expliquez-vous tout ça? D'abord, pourquoi Be'eri? Il faut savoir que Be'eri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à 400 mètres à vol d'oiseau des Yishuvim où vivent mes enfants et mon ex-femme, et c'est aussi à quelques centaines de mètres de la frontière. Donc c'est l'un des kibbutz les plus près, avec Farazan, Nachal Oz, où j'étais encore il y a 2 jours. Nachal Oz, c'est des kibbutzim qui sont extrêmement près de la frontière. Ok, il faut savoir aussi qu'à Be'eri, et je peux pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir qu'à Be'eri, très tôt le matin, il y a eu des combats, des unités Shaldag, des unités de Magav, des unités j'ai oublié le nom, de Malgan aussi. Donc il y a eu des combats très importants. C'est vrai que on a eu, je crois, 103 morts à Be'eri. Je pense que c'est d'abord la proximité, et aussi, et là on va incriminer, et on viendra peut-être à en parler, c'est où était l'armée, parce que il faut savoir qu'à midi pile, le Premier ministre a parlé avec le Premier ministre, dont l'un de ses conseillers était le cousin d'une personne qui appartient à la Kitat Konenut, à l'escouade d'attente, donc la milice, on va dire entre guillemets la milice militaire qui défend les kibbutz. Et Elon Mor a dit de manière extrêmement claire au Premier ministre, il a dit: Monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, il y a 500 soldats qui sont en dehors du kibbutz, ce qu'on appelle au Shin Gimel, c'est-à-dire la fameuse, le portillon jaune qui défend tous les kibbutzim, les yeshuvim et les moshavim. Oui. J'en supplie, ils sont là, ils ne font rien, ils veulent pas bouger. Donc, alors Be'eri a été impacté, bien évidemment, parce que pendant que les soldats ne bougeaient pas, ne voulaient obtempérer à aucun ordre, dans le kibbutz, on tuait, on égorgeait, on décapitait et on brûlait le kibbutz. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pourquoi Be'eri aussi? Alors, non, je veux dire pourquoi ces kibbutz de gauche? Pourquoi des kibbutz de gauche? Alors, c'est pas des kibbutz de gauche. Il faut savoir que c'est pas comme ça que la séparation se fait. Il y a des kibbutzim, j'allais dire anciens, qui ont été effectivement créés dans les années, même avant 48, et qui ont été créés par des pionniers, et qui sont quasiment tous effectivement de gauche, et qui ont pactisé avec les Arabes, qui les faisaient travailler dans les champs, dans l'agriculture, dans la construction, dans les petites usines. Ces mêmes ouvriers qui sont venus les égorger le 7 octobre, on est bien d'accord. Exactement. Donc, et ce sont les mêmes personnes qui ont été tuées, qui emmenaient tous les malades de Gaza, qui les emmenaient dans les hôpitaux israéliens pour les soigner gracieusement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la deuxième partie des Yishuvim, des Moshavim, sont des Moshavim religieux.
Oui. Ce sont des Moshavim qui n'ont pas été trop touchés, qui étaient un petit peu en retrait, mais qui ont été aussi, j'allais dire, protégés, parce que justement, ce Shin Gimel, cette porte jaune qui ne s'ouvre pas le Shabbat. Donc, Oui. alors, beaucoup diront, c'est le Shabbat. Je suis pas totalement, parce que si le portillon est fermé, les deux portes latérales sont ouvertes, on peut rentrer à pied. Donc voilà. Donc, vous savez ce que disait François Mitterrand? Il disait, les missiles, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Ben, c'est pareil. Aujourd'hui, les missiles, les roquettes et les tueurs sont toujours, ils sont à nos portes et on a toujours des pacifistes et on le voit, qui pensent toujours et qui parlent d'un deuxième État palestinien. Mais comme disait justement un résident de Berry qui a perdu sa femme, qui a perdu son fils et qui a perdu une jambe, il disait, moi, je suis pour deux États palestiniens, Israël et le deuxième État palestinien très, très loin d'ici. Un résident de Berry de gauche. Alors, est-ce que vous êtes, André Darmon, je rappelle votre livre, le 7 octobre, la nouvelle guerre d'Israël, tome 1, et vous nous direz d'ailleurs s'il y a un tome 2, mais est-ce que vous êtes pour une commission d'enquête nationale ou gouvernementale, je sais plus comment on l'appelle, mais enfin une véritable commission d'enquête? On nous dit après la guerre, mais alors la guerre, si elle se termine jamais ou si elle se termine dans 2 ans, on va arriver aux élections. D'accord. Écoutez, bien évidemment, bien évidemment. En quelques mots, en quelques mots. Oui, on est tous pour une commission d'enquête indépendante. Le problème en Israël. Comme à Granat, vous vous souvenez de la Granat, voilà, la commission d'enquête en 74. Il faut se rappeler que la commission Shamgar en 74, alors que, comment s'appelle-t-elle, Golda Meir avait été incriminée, avait été salie, elle avait été insultée en disant qu'elle était la responsable. La commission Shamgar a dédouané totalement Golda Meir. Elle lui a dit qu'elle avait aucune responsabilité et qui elle a incriminé? Et l'armée et les services de renseignement. J'allais dire un peu comme aujourd'hui. Donc, je suis pour cette commission. Le problème, il y a un véritable problème technique et judiciaire, c'est qui va nommer et qui on va nommer. Voilà. Alors, ça fera l'objet d'une autre émission. Avant de terminer avec un petit, comment dirais-je, lexique que je vais vous soumettre, il faudra répondre vraiment de manière très courte à ce que je vais vous proposer. Simplement, William, un petit mot. Oui. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi l'armée n'est pas là, pourquoi c'est 500, par exemple, 500 soldats qui étaient à Berry, parce que il faut savoir, et moi je le sais de sources extrêmement sûres, puisque j'ai un ami personnel qui est également mon voisin à Tel Aviv, qui est président, je ne donnerai pas son nom, qui est président d'un tribunal militaire, donc en Israël. C'est l'un des 4 ou 5 principaux juristes militaires à qui j'ai demandé une interview, alors que je parle très clairement avec lui, et je lui ai demandé où étais-tu le 7 octobre à 9h du matin. Oui. C'est une seule question, il n'a pas voulu me répondre. Alors on sait aujourd'hui de manière extrêmement claire que les procureurs militaires et les procureurs civils étaient dès 9h du matin dans les commandements militaires, ils étaient dans ce qu'on appelle les fosses de l'armée de l'air, pour donner des ordres d'autorisation de tir, d'autorisation de sortie des avions, etc., et qu'ils ont retardé, et je le dis dans le dernier Israël Magazine, les procureurs militaires et civils ont-ils entravé la mobilisation du 7 octobre de l'armée? Et je réponds oui. Ça me ramène, pardon, à ma dernière question avant ce lexique que je vais vous soumettre. Et y aura-t-il un tome 2? Alors, oui. Bah oui, il y a un tome 1, donc il va y avoir un tome 2 ou 3. Oui. Je l'avais mis un petit peu par défi, en sachant que j'allais pas le faire, et je pense que c'est une obligation de faire un tome 2, parce que d'abord, la guerre se continue depuis 1 an. Il y a encore beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de choses qui viennent à jour. Donc, il faut lire Israël Magazine aussi. En lisant Israël Magazine, on apprend beaucoup de choses. En lisant Israël Magazine, mais j'essaie toujours de séparer les enquêtes au jour le jour des enquêtes de fond. Alors bien sûr, il y a des enquêtes de fond dans Israël Magazine, mais j'essaie aussi de ne pas dévoiler ce qu'on va mettre dans les jours. Alors, voilà ma dernière partie. Et là, il faut répondre vraiment. Je vous demande de répondre très succinctement. Je vais vous proposer une liste, pas un lexique, mais une liste de noms de généraux. Je voudrais un petit commentaire pour chacun, quelques secondes avant de terminer
cette émission, au demeurant, super intéressante. Ehud Barak. Fou furieux. Benny Gantz. Décalé. C'est tous des généraux. Hein. Décalé. Ok. Yair Golan. Fou furieux aussi. Ok. Herzl Alevi. Dépassé. Israël Ziv. À enfermer. Et je l'ai interviewé moi-même. Sami Tourgeman. Alors, il faut savoir que Sami Tourgeman n'est plus général, il est responsable de la compagnie d'électricité. Ah bon, il était alors. Okay. Donc il est très électrique en ce moment. Très électrique. Non, il s'occupe. Noam Tibon. Un menteur. Yitzhak Brick. Un génie. Et enfin, vous en parlez beaucoup, Hiram Barak. La perle de notre armée. Eh bien voilà, c'est sur ce mot extraordinaire, la perle de notre armée, qu'on va se séparer. André Darmon, je rappelle votre livre, un livre super intéressant, et bientôt, vous venez de nous le dire peut-être, le tome 2, 7 octobre, La nouvelle guerre d'Israël, édité chez Anaël, avec des témoignages, des révélations, des histoires. Merci d'avoir participé à ce spécial 7 octobre, j'ai envie de dire, et comme c'est bientôt, je le disais en début, bientôt Simchat Torah, Chag Sameach et Chag Torah Sameach. Merci beaucoup André Darmon. Au revoir. Bonne fête. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.